Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update lecture. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo où je vous disais qu'on était 1000 abonnés. Et voilà, vous avez été plein à me commenter, félicitations, bravo, enfin voilà. Donc merci beaucoup d'avoir commenté, merci beaucoup d'être là aussi. À l'heure où je filme, on est vendredi, il est 11 h là. Je n'ai pas encore répondu à vos commentaires, hein. C'est vrai que là-dessus, je suis une très mauvaise élève, hein. J'attends toujours le dernier moment pour répondre à vos commentaires. J'essaie toujours de répondre avant que la vidéo d'après sorte, mais je traîne. Voilà, bref. Je vais pas parler plus longtemps puisque je dois vous parler de 6 livres, donc ça risque d'être assez long. Enfin, quoique certains, ça va être assez rapide puisque ça commence à être un petit peu flou dans ma mémoire, puisque en ce moment, je peine un peu à vous filmer les updates lecture, quoi. Je laisse traîner et après j'ai plein de livres et après il y en a que j'ai lu depuis un mois je crois, donc ça commence à faire beaucoup. Tout d'abord je voulais vous parler un petit peu de actuellement comment ça se passe, mes lectures. Ça se passe pas très bien, pour ça que je voulais vous en parler. Je ne sais pas ce que j'ai en fait, je crois que j'ai envie de lire que des livres faciles, des livres simples, qui se lisent vite, des page turners, voilà ce genre de livres. Puisque j'ai tout d'abord commencé La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, donc chez 10-18. Et voilà, j'en suis à là. Et en fait, il y a un prologue de l'auteur de 60 pages avant que vraiment l'histoire commence. Je crois que c'est un petit peu pour nous mettre dans le bain, puisque lui, il écrit en 1800 et quelques, mais sur quelque chose qui se passe en 1600. Voilà, donc il nous fait un prologue gigantesque, donc c'est du texte, sans dialogue, sans rien, que des parasses de texte. Et non Freya. Et voilà, c'était un peu lourd pour moi au moment où je le lisais, donc je me suis dit non. Et puis je me suis dit allez, on va aller partir là-dedans, donc dans Retour en Terre de Jim Harrison. Donc j'ai lu un quart à peu près. Et c'est pareil, du texte. C'est pas fluide du tout. Donc c'est un roman choral, on suit 4 personnages. Donc en premier, le personnage principal qui s'appelle Donald, qui va bientôt décéder, enfin il le sait puisqu'il a une forme très grave de sclérose en plaques. Et du coup il veut écrire les mémoires de sa famille pour ses enfants. Sauf qu'après on va suivre son neveu, sa femme et son beau-frère je crois. Bon, vous risquez d'entendre des bruits, Freya est en train de tout mettre par terre, voilà. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah, maintenant on a la litière, c'est bien. Oui, ce que je veux dire c'est que c'est un petit peu... en plus c'est compliqué à suivre puisque en fait il parle à sa femme et elle écrit en gros ses mémoires et elle met des notes aussi des fois entre crochets. Et en fait il saute du coq à l'âne, il va nous parler de son arrière-grand-père, ensuite il va nous parler de lui, ensuite il va nous parler de son père. C'est assez compliqué à suivre. Bon là j'ai fini la partie sur Donald, donc le personnage principal. Je suis dans la partie sur son neveu, Kay, enfin K, mais je sais plus c'est quoi son nom complet. Et voilà. En fait j'ai pas envie d'y revenir et du coup j'ai peur que ça me bloque. Du coup je pense que je vais passer à autre chose. J'ai un SP d'un thriller de Ned Galley, donc je vais lire ça je pense. Mais maintenant je vais vous parler de mes lectures que j'ai déjà faites, hein. C'est ça le but d'un update lecture à la base, hein Laura. Donc bah c'est parti. Donc j'ai tout d'abord lu le 12e chapitre de Jérôme Loubry au livre de poche. Donc c'est mon deuxième Jérôme Loubry. J'avais lu Les Refuges fin d'année dernière et j'avais beaucoup aimé. C'était limite un coup de cœur, hein, pas... ça a frôlé le coup de cœur, voilà. Et donc je me suis tournée vers celui-là parce que j'ai peur de me lancer dans Les Chiens de Détroit puisque c'est un policier et que c'est pas trop mon délire. Donc là en fait on se retrouve avec David qui est un écrivain, voilà, dont le meilleur ami Samuel est l'éditeur. Et en fait un jour il va recevoir dans sa boîte aux lettres sans cacher de la poste, sans rien, il va recevoir une enveloppe craft où il y a un manuscrit en fait. Et très vite il va se rendre compte que ce manuscrit est basé sur sa vie en fait, sur l'été 86, quand il avait 12 ans avec Samuel. Et surtout que c'est un manuscrit où il y a beaucoup de détails
que pas beaucoup de personnes peuvent savoir en fait. Voilà, Samuel va recevoir aussi un exemplaire. Et après on ne sait pas qui est la troisième personne, parce que dans le livre, dans le manuscrit, il est écrit que 3 jeux de manuscrits ont été distribués. Et ils vont se rendre compte que le 12e chapitre n'est pas le même pour eux, enfin pour chacun, bref. Et du coup on a une grosse part de l'histoire donc qui est un petit peu ce manuscrit donc, qui se passe donc à l'été 86, quand Samuel et David étaient donc préadolescents, ils avaient 12 ans. En fait leurs parents travaillaient dans une boîte, enfin dans une entreprise, enfin je sais plus de quoi mais un truc d'usine. Et donc leurs parents travaillaient à l'usine et en fait c'était une petite boîte très familiale et du coup donc l'ancien patron, parce que là maintenant c'est son fils qui avait repris, l'ancien patron je crois avait acheté il avait acheté plein de maisons en Vendée au bord de la mer pour que ses employés puissent aller passer quelques vacances là-bas. Donc tous les ans ils se retrouvent. Bon Freya je sais pas ce qu'elle a mais elle est insupportable, je suis désolée, je sais pas si vous entendez le bruit qu'elle fait. Bon, je l'ai mise dans la partie où il y a les chambres, j'ai fermé la porte du couloir, donc j'espère que qu'elle va se calmer et qu'elle ne va pas miauler. Bref. Donc, ils sont en vacances, donc leurs parents travaillent à l'usine, et en fait, ce qu'on apprend, en fait, je crois que c'est le prologue, le patron apprend de son comptable, enfin, il se dit avec son comptable, c'est plus possible, là, il faut qu'on ferme, et le patron dit, on attend que les vacances se passe et après on annonce à tout le monde que l'entreprise va fermer. Voilà, donc c'est un point quand même assez important dans l'histoire, bref. Et donc ils viennent passer leurs vacances et ils vont rencontrer une jeune fille, Julie, voilà. Et ça va tourner aussi un petit peu autour d'elle. Voilà, je vais m'arrêter là pour le résumé, parce que je pensais pas en dire autant, hein, parce que j'avais quand même oublié pas mal de trucs sur ce bouquin et puis en y repensant, ça m'est revenu, donc ça va, c'est qu'il m'a quand même assez marqué. Même si, alors ça se lit très bien, ça se lit vite, mais pour moi c'est bien, enfin c'est bien en dessous. Non, c'est pas le même genre que Les Refuges, donc je peux pas vraiment dire si c'est mieux, enfin si c'est moins bien, mais j'ai moins aimé, en tout cas ça c'est sûr. Et puis surtout, j'ai envie de dire, mon plus gros problème, c'est que la révélation finale, je l'avais vue venir depuis la moitié du bouquin, je crois. Donc j'étais un petit peu déçue de ça. Sinon aussi j'ai largement préféré tout ce qui se passe donc, dans les chapitres du manuscrit, donc tout ce qui se passe en 86. J'ai beaucoup moins aimé ce qui se passe dans le présent, voilà. En même temps c'est moins important que ce qui se passe dans le manuscrit. Donc je vais pas vous en dire plus hein, parce que j'ai pas grand chose à en dire, c'est un bon roman, ça se lit bien, ça fait passer un bon moment, mais c'est pas Les Refuges quoi pour moi, voilà. Alors je vais vous présenter les livres pas du tout dans l'ordre dans lequel j'ai lu, hein, c'est juste que je veux finir par 2 que je vais vous présenter ensemble. Donc je ne sais plus là, dans quel ordre je les ai lus. J'ai lu Le collectionneur de Fiona Cummins au livre de poche, donc je l'ai lu en lecture commune avec Sarah. Donc, un petit coucou Sarah si tu passes par là. Donc là on se retrouve dans un gros pavé quand même hein, qu'on a lu assez rapidement. Enfin pourtant j'ai été une mauvaise partenaire de lecture puisque il y a des jours où j'ai quasiment pas lu je crois, donc voilà. J'essaie de me rattraper les jours d'après, mais c'est vrai qu'on aurait pu le lire plus vite. Mais j'ai un petit peu traîné certains jours, bref. Donc on est avec, on suit une famille, la famille Firth, je ne sais plus. Donc avec le père, la mère et le petit garçon qui s'appelle Jackie, qui a une malformation osseuse. En gros il a la maladie de l'homme de pierre je crois, donc en gros ses muscles, ses tendons, enfin tout ce qui n'est pas des os tend à se transformer en os. Voilà. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je crois, ses poumons vont se transformer vont s'ossifier et du coup, il ne pourra plus respirer. Ce genre de choses. Bref, il n'a pas une espérance de vie très longue, le pauvre petit. Et on a aussi une jeune fille, une petite fille qui va se faire enlever. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Carla, je crois. Je ne sais plus. Une petite fille qui, elle aussi, a une malformation osseuse puisqu'elle a, en gros, je sais pas comment on appelle ça, quel est le nom, mais en gros elle a la pince, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez, genre en gros elle a son pouce et après tous ses doigts sont liés en fait, ou alors elle a pas tous ses doigts, elle a que 3 doigts, bref je ne sais plus, mais en gros ça fait comme si elle avait des pinces de crabe ou d'homarge, donc voilà.
Et j'essaie de pas, comment dire, pas m'embrouiller et pas vous dire des trucs que je devrais pas vous dire. Et on va suivre aussi un homme donc, qui se fait appeler le collectionneur qui collectionne les os humains et surtout les os qui ont des particularités physiques, enfin les personnes qui ont voilà, des maladies et qui font qu'ils ont des os un petit peu particuliers. Donc on se doute que c'est lui qui a enlevé la petite Carla. Et il va aussi très vite s'intéresser aux petites Jackie. Jackie, ouais. Voilà, donc on va suivre en même temps donc, ce qui se passe pour la famille Firth. On va suivre la petite Carla aussi, enlevée. On va suivre le collectionneur. Et on va suivre aussi une inspectrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, voilà, qui enquête sur la disparition. Donc ça a beau être une grosse... Enfin, il a un gros pavé, il fait plus de 500 pages, ça se lit très très bien, c'est un vrai page turner. Ça, il n'y a pas de souci, ça se lit très très bien. J'ai beaucoup aimé la famille Firth avec la petite Jackie. Vraiment, je me suis beaucoup attachée à eux et j'ai eu beaucoup d'empathie pour tout ce que pouvait vivre le petit garçon. Voilà, son père aussi, j'ai trouvé que c'était un personnage assez intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé comment l'autrice développe ses personnages. Il y a juste la flic, j'ai du mal. Il y a beaucoup de livres où j'ai l'impression que les flics c'est des copies de copies de copies, qu'on a toujours des personnages avec les mêmes... vous savez, genre une flic assez froide, qui a une vie privée... ça va pas trop, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours le même genre de flics, surtout quand c'est des femmes. Et du coup là j'ai eu l'impression que c'était un petit peu le même délire, mais bon voilà, j'ai eu... Enfin au début, parce qu'après on apprend des choses sur elle et ça me l'a rendue beaucoup plus sympathique. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a pas mal de révélations à un certain moment sur certaines choses, ça m'a bien plu, mais je m'attendais à encore plus de révélations, je m'attendais surtout à un truc en particulier qui n'est pas arrivé, donc bon, j'étais un chouïa déçue, mais bon, c'est pas forcément... désolée, j'avais un poil de chat. C'est pas forcément... je sais pas si ça aurait forcément été très utile que ce que j'ai envie qu'arrive arrive. J'ai peut-être juste pas trop aimé la fin, je sais pas. Mais en tout cas, la toute fin, il y a... franchement un appel à une suite et de toute façon on le sait maintenant, la suite est sortie, c'est l'ossuaire. Et du coup je pense que je me plongerai avec envie dans le second tome, voilà. C'était en soi une bonne lecture, même si c'est pas un coup de cœur. J'ai ensuite lu La vie qui m'attendait de Julien Sandrel au livre de poche, qui est une lecture qui me laisse un petit peu le cul entre deux chaises. Voilà, d'un côté j'ai passé un super moment, si comment dire, si on n'essaie pas un minimum d'analyser, voilà, si on reste vraiment en surface, on passe un super moment. Donc je vais quand même vous parler un petit peu de l'histoire. Donc on est avec Romane, 39 ans, qui est médecin à Paris et qui est surtout hypocondriaque, qui a beaucoup d'angoisse à cause de son père, voilà, qui était aussi très angoissé. Et donc il l'a élevé seul puisque sa maman est morte très jeune, quand elle était toute petite. Et du coup, il l'a élevé avec beaucoup d'angoisse. D'ailleurs, je me dis, le jour où j'aurai un enfant, le pauvre, il va être angoissé de ouf aussi. Donc voilà, et un jour, une de ses patientes lui dit ah, j'étais en visite voir ma soeur à Marseille parce qu'elle s'est fait opérer ou je sais pas quoi. Et je vous ai vu sortir d'un cabinet d'un pneumologue et tout, vous avez l'air pas bien. Vous pouvez me parler, Romane, si vous voulez. Et Romane s'est dit mais elle va péter un câble, j'ai jamais mis les pieds à Marseille, c'était pas moi. Mais du coup elle va beaucoup y penser et elle va se décider à aller à Marseille pour essayer de retrouver cette personne qui lui ressemble tant. Et c'est vrai que un des premiers endroits où elle va partir c'est à l'hôpital de Marseille. Et là-bas tout de suite la secrétaire va lui dire oh vous avez oublié votre carte vitale, tenez. Et en effet, elle récupère une carte vitale d'une personne qui s'appelle Juliette, je ne sais plus combien. Juliette, et c'est clairement elle sur sa photo. Je crois après elle va la chercher sur Facebook, enfin voilà, elle va faire sa petite enquête. Et elle va la retrouver puisqu'elle est libraire à Avignon. Et du coup, voilà, elles vont se rencontrer et se rendre à l'évidence que ça ne peut pas être autre chose, quoi. Elles sont jumelles. Et là va commencer donc toute une enquête pour connaître leur passé.
Et en même temps, Juliette, donc, qui est allée chez ce pneumologue, ça va être une part aussi importante de l'histoire, hein, puisque du coup Juliette est malade. Je rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, donc on est sur en même temps cette enquête familiale, c'est sur ses secrets de famille et aussi sur ce qui se passe pour Juliette. Alors, j'ai passé un bon moment, j'ai même eu ma petite larmounette sur la fin. Est-ce que j'ai ri à certains moments? Peut-être. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée dans ce bouquin. Déjà, je ne l'ai pas trouvé tout le temps réaliste, voilà. Je veux pas trop rentrer dans les détails, j'ai peur que ça spoil, mais à un moment on est un petit peu en mode à nous quatre. Je sais pas si vous avez vu le film. Voilà, donc j'en dirai pas plus, mais il y a ça qui se passe. Je me suis dit, est-ce que c'est réellement réaliste? Ok, je ne sais pas. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, hein, bien sûr, et je crois que le truc qui m'a le plus dérangé, c'est Roman, qui fait un nombre incalculable d'allers-retours Paris-Avignon, Paris-Marseille. J'avais l'impression d'être dans les dernières saisons de GOT. Genre, en un épisode, il traverse toute la carte de Westeros, quoi. C'était la même chose, en quelques heures, paf, Paris-Marseille, Marseille-Avignon, enfin, ok, elle prenait le TGV, mais en fait, j'avais l'impression qu'elle se téléportait plutôt. Donc, voilà. Et donc, beaucoup de problèmes d'espace-temps. Et même, des fois, j'avais l'impression que le temps ne s'écoulait pas de la même façon. Je sais pas, c'est peut-être un truc sur lequel il doit travailler, Julien Sandrel. Mais à un moment, on a Romane qui ferme un magasin, qui récupère la fille de Juliette. Donc elle est censée fermer, je sais pas, un magasin ça ferme à 19h peut-être. Et à 19h, tiens, si on allait à Ikea. Bah oui, c'est une heure normale pour aller à Ikea. Enfin moi mon Ikea, je crois qu'il ferme. Non, il doit fermer à 20h. Mais voilà, paf, on va passer, genre on dirait, elle passe des heures dans le Ikea, ensuite elles vont manger je sais pas quoi, et c'est toujours pas le soir. Je sais pas, ça m'a choqué, enfin choqué, non pas choqué, mais ça m'a dérangé en tout cas. J'ai pas trouvé ça très réalistique niveau temporalité. Donc voilà, j'ai passé un très bon moment, je l'ai lu très vite aussi en 2 jours je crois. Mais pas mal d'incohérences qui me gâchent un petit peu ma lecture quand même. Ensuite, j'ai lu Quelque part avant l'enfer de Nico Takian chez Pocket. C'est mon deuxième Nico Takian. J'avais eu un énorme coup de cœur pour La nuit n'est jamais complète, que je vous conseille vivement, en plus c'est un tout petit livre. Et du coup j'avais envie de me plonger dans celui-là. Alors là on n'est pas du tout dans la même ambiance, autant j'avais adoré l'ambiance de La nuit n'est jamais complète. On était, je crois, en Amérique latine, dans à moitié le désert. Voilà, on avait cette ambiance très oppressante, très pleine de chaleur. Là on est à Paris, voilà, c'est moins exotique, hein, surtout pour moi. Et en fait on se retrouve avec Anna qui emmène son fils à l'école. Et en fait juste après l'avoir déposé, elle va se faire percuter par un camion. Et elle va vivre ce qu'on appelle une EMI, donc une expérience de mort imminente, voilà. Et qui va s'avérer être très bizarre, donc elle va se sentir partir de son corps et aller vers une lumière, et là elle va rencontrer un personnage qui va lui dire qu'en gros il va la tuer, que c'est la prochaine et qu'elle ne doit pas lui échapper. Voilà, assez traumatisant comme expérience je pense. Du coup elle va se réveiller quelques semaines plus tard je crois à l'hôpital, elle est restée dans le coma et bah forcément ça va assez la perturber. Surtout que il y a une jeune fille qui s'est fait tuer dans le parc de Vincennes. Et du coup, voilà, elle va se sentir traquée un petit peu. Hein. Elle va toujours avoir l'impression de voir cet homme à pas mal d'endroits. Et comment dire? Et voilà, il va y avoir tout d'abord ce meurtre d'une jeune fille. Elle va faire beaucoup de cauchemars aussi où elle revoit cet homme. Et voilà, donc en même temps on suit aussi le flic qui enquête sur le meurtre. Et voilà, je vais m'arrêter là pour l'histoire. Donc j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite aussi, hein, je l'ai lu en 2 jours aussi. Voilà, il y a des chapitres courts, c'est très agréable. La plume est
Alors, j'ai bien aimé la plume, mais j'ai eu un petit truc qui m'a dérangé encore une fois. C'est j'ai trouvé les dialogues pas forcément 100% réalistes. Je sais pas, je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais il y a quelque chose qui me dérangeait dans pas mal de dialogues. Voilà, je sais pas si je les trouvais pas assez naturels ou quoi, mais c'est quelque chose que j'ai relevé. Après c'est pas dérangeant, hein, mais j'ai senti une petite gêne à la lecture des dialogues. Voilà, donc lui ça va faire partie de ces livres où j'ai pas grand chose à vous en dire, où j'ai passé un bon moment de lecture, mais il restera pas gravé dans ma mémoire, en tout cas pas autant que La nuit n'est jamais complète, qui franchement était une de mes meilleures lectures de 2019. Lui je pense que je vais assez rapidement l'oublier, je sais pas, l'ambiance est différente, et je suis pas spécialement sûre d'aimer vers là où ça va vers la fin. À un moment enfin voilà, j'ai trouvé les révélations un peu prévisibles mais pas forcément cohérentes, je ne sais pas. Mais voilà, donc une bonne lecture, mais lisez, La nuit n'est jamais complète et après vous reviendrez me voir. Celui-là vous pouvez le lire aussi, hein, mais lisez d'abord La nuit n'est jamais complète. Et ensuite je voulais vous parler de 2 livres un petit peu en parallèle puisqu'il y a quand même un thème abordé qui est similaire. Donc je vais vous parler de 1000 femmes blanches de Jim Fergus et de L'envol du moineau de Amy Belding Brown, donc chez Pocket et chez 10-18. Alors pourquoi je veux vous parler de ces livres un petit peu en parallèle? Tout simplement parce que dans chaque livre on suit une femme qui vit au milieu d'une tribu de natifs américains. Donc pas du tout à la même époque, pas du tout les mêmes tribus, mais c'est quand même assez intéressant d'en parler en parallèle. Donc dans 1000 femmes blanches, on est avec May Dodd, qui est... donc ça se passe en 1874. Voilà, commençons par ça. Au tout début, le prologue, je crois, on va suivre le chef Little Wolf, qui va venir voir le président des États-Unis, qui est Grant à l'époque. Alors ça s'est réellement passé. Et la proposition qu'il a faite s'est réellement passée aussi, mais elle a été refusée. Et en fait, il va proposer... il se rend compte que son peuple, en gros, est condamné à disparaître, malheureusement. Et du coup, il va dire, la seule façon qu'on perdure, c'est en s'assimilant à vous, en fait. Et donc, lui, il est chez les Cheyennes. Oui. Et je crois, du coup, dans les Cheyennes, que quand une femme a un enfant, son enfant reste dans sa tribu, en gros. Donc si les Amérindiens ont des enfants avec des États-Uniennes, les enfants resteront parmi la civilisation en gros et ils pourront perdurer, voilà. Donc il fait cette proposition d'échanger 1000 chevaux contre 1000 femmes blanches qui viendront s'assimiler à eux, rester quelques années histoire de faire des enfants et après elles pourront repartir dans la civilisation. Je crois, alors en réalité ça a été refusé et dans le livre au début ça a été refusé aussi, mais au final ils font ça un petit peu en douce. Voilà, ils envoient déjà une quarantaine de femmes pour tester l'eau en gros. Et il y a quelques volontaires, hein, mais il y a aussi des volontaires forcés on va dire, hein, donc pas mal de femmes qui sont en prison ou en asile psychiatrique, hein. C'est le cas de May Dodd qui, la pauvre, s'est retrouvée internée de force par sa famille puisqu'elle avait eu la bonne idée, en 1874, quelle idée, de vivre avec son amant, enfin voilà, à faire des enfants avec lui, à vivre avec lui en dehors du lien du mariage, voilà. Du coup, elle était internée pour... Je sais pas c'était quoi le terme exact, mais en gros, nymphomanie, quoi, juste parce qu'elle n'est pas mariée et qu'elle a des enfants avec un homme. Donc voilà, on a May Dodd qui est enfermée et qui du coup va se porter volontaire pour partir vivre dans cette tribu. Et du coup on va la suivre elle et tout un tas d'autres femmes, donc ça j'ai beaucoup aimé. Il y a une femme d'ailleurs qui était dans l'asile avec elle qui l'a aidé un petit peu à pouvoir... Parce qu'en gros il fallait l'accord de la famille pour partir. Et sa famille n'aurait jamais dit oui, mais évidemment. Et du coup, elle a réussi à trafiquer ça avec une fille qui était dans
dans l'hôpital psychiatrique, qui va partir aussi du coup avec elle. On a aussi une noire américaine, enfin, qui a été esclave et qui est maintenant, bah, je crois qu'à cette époque l'esclavage est aboli, mais voilà, on sait ce qui se passe, hein, la ségrégation, tout ça, donc pas spécialement accepté par la société américaine. Voilà, on a des jumelles rousses, irlandaises, qui sont un petit peu des criminels. Je sais plus trop. Bref, on a tout un tas de femmes. On a aussi une anglaise qui est passionnée par les oiseaux. Et je crois que ça c'est une des passions de Jim Fergus, les oiseaux, puisque je crois que dans un autre livre que j'avais vu de lui, que j'ai pas lu, hein, les gens dans les commentaires disaient « Ah mais ça parle que des oiseaux dans ce livre !» Donc voilà, je pense que c'est une passion de Jim Fergus, les oiseaux. Donc voilà, donc on suit pendant quand même une bonne partie du bouquin le voyage, hein, parce que d'abord elles partent en train, ensuite elles vont se retrouver dans un fort, et ensuite elles vont découvrir leur futur mari et vivre là-bas avec eux. Et voilà. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré et apprendre plein de choses sur les Cheyennes. Au début, toutes les femmes sont un petit peu réticentes, que ce soit à se marier ou certaines sont encore vierges, donc à avoir des rapports avec des Indiens, enfin des Amérindiens, faut qu'il arrête de dire Indiens. Même Amérindien, c'est pas top. Bref. Et j'ai beaucoup aimé voir un petit peu comme au début elles sont toutes là avec leurs robes et leurs escarpins, enfin escarpins de l'époque, mais des chaussures pas du tout adaptées pour vivre dans la nature. Et j'ai beaucoup aimé ça, voir comment elles s'intégraient de mieux en mieux. Et voilà, et jusqu'à la fin, voilà, j'ai été un petit peu déçue de la fin, mais bon, en même temps, it's a story, comme on dirait, voilà, ça s'est passé, ça s'est passé. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment, j'ai vraiment adoré cette lecture et j'ai hâte de lire le tome 2 et le tome 3, même si je sais qu'on va partir dans quelque chose de différent dans le tome 2. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment, j'adore l'écriture de Jim Fergus et je crois qu'il voilà, il est passionné par les natifs. En plus, Jim Fergus est d'origine française aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai reçu aujourd'hui un autre livre qui est un petit peu inspiré de sa vie, je crois, que j'ai hâte de découvrir aussi. Je ne sais plus, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je crois qu'il est déjà parti dans une tribu cheyenne et je pense que c'est pour ça qu'il sait pas mal de choses et qu'il a pu écrire autant de choses donc, sur les Cheyennes et j'ai adoré. Maintenant je vais vous parler de l'envol du moineau. Donc là on n'est pas du tout dans le même délire, on est en 1672, donc on est vraiment en Nouvelle-Angleterre, donc dans la baie du Massachusetts. Vraiment les premiers colons, les puritains, voilà. Et donc on est avec Mary Rowlandson. Donc ce que j'ai oublié de vous dire c'est que là, ce qui se passe en gros a réellement existé. Alors dans les détails, non, c'est de la fiction, mais voilà, le postulat de base c'est la vérité. Enfin, c'est ce qui s'est passé. Donc on a Mary Rowlandson qui est une femme, une mère, une épouse d'un pasteur. Je sais pas si on dit comme ça. Bref, d'un pasteur. Et un beau jour que son mari est parti à Boston pour faire je ne sais quoi, le village va se faire attaquer donc, par une tribu amérindienne. Ils vont tout brûler, ils vont tuer plein de gens et ils vont enlever beaucoup de personnes, dont Marie. Une de ses filles est tuée je crois et non. Ses deux enfants sont capturés et la troisième qui est toute petite reste avec elle, mais elle s'est pris une balle ou une flèche. Je crois qu'ils avaient déjà, oui, ils avaient dû avoir déjà quand même des armes à feu. S'est fait toucher dans le ventre, donc elle n'est pas en très bon état. Et là on n'est pas du tout dans le même délire, c'est-à-dire que autant, alors dans celui-là, on découvre quand même, on voit qu'ils vivent quand même assez bien, même s'il y a un gros fléau, d'ailleurs c'est un truc que j'ai oublié de vous parler, un gros fléau dans les tribus de natifs, c'est l'alcool. Alors à un moment ils boivent du whisky mais ils deviennent complètement hors de contrôle et voilà, je sais que même à l'heure actuelle, malheureusement ils sont dans des tribus les pauvres, dans des réserves et je sais que l'alcool est encore un fléau. Hein. En même temps vivre dans une réserve, je crois que c'est pas spécialement la joie. D'ailleurs c'est quelque chose qui est abordé dans ce livre là puisqu'on est vraiment dans les premières réserves d'Amérindiens.
là on n'est pas encore dans ça, hein. Ils sont encore en train de se battre contre les colonisateurs. Et du coup en plus ils se font enlever en plein hiver, donc elle va devenir esclave. Voilà, première chose, elle va devenir esclave d'une femme assez importante. Et voilà, ils vont subir la famine, voilà. Elle va pas se faire forcément maltraiter, hein. Elle est quand même assez bien. Mais voilà, il y a des moments très durs, hein. On n'est pas du tout dans le même délire où c'est un petit peu plus bisounours. Pas trop non plus, hein. Il y a quand même des choses graves qui se passent, mais là on est vraiment encore plus dans du dur. Alors Marie va rencontrer dans cette tribu, je sais pas si c'est le bon mot, mais bref, elle va rencontrer Jack l'anglais, je crois qu'il s'appelle comme ça, donc c'est un amérindien qui s'est fait, comment on dit, convertir. Bref, il a été élevé par des colons, et donc du coup il est chrétien, il parle anglais, et du coup ça va être un petit peu son pilier, voilà, il va l'aider à plusieurs reprises, et elle va développer quelques petits sentiments pour lui quand même, hein. Même si bon, elle pense quand même à son mari, mais au début en fait elle pense beaucoup à son mari et elle se dit il va venir me sauver, il va venir me sauver, mais il ne viendra pas. Jusqu'au moment où alors je vais vous dire un truc, mais c'est ce qui s'est passé réellement, donc c'est pas vraiment du spoil, mais il faut savoir qu'elle ne va pas rester dans cette tribu, elle va se faire relâcher contre une rançon après un certain temps. Et voilà, et c'est à partir de ce moment là que j'ai un petit peu moins aimé le bouquin. C'est-à-dire même si c'était dur, j'aimais beaucoup tout le temps qu'elle a passé donc, dans la nature. Même elle c'est ça que je trouve ça génial, c'est que voilà, elle se rend compte que sa vie d'avant n'était pas forcément... elle avait jamais de temps libre en fait, elle devait tout le temps s'occuper de ses enfants, s'occuper de sa maison. Elle pouvait pas aller se promener parce que forcément t'étais vite traitée de sorcière si t'allais te promener dans la nature. Là elle découvre les balades dans la nature, pourtant elle est esclave hein, mais elle peut se balader, être tranquille, être seule à des moments, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans sa vie de puritaine. Et voilà, elle découvre ça et c'est quelque chose qui va l'embêter, lui poser problème quand elle va revenir à une vie normale entre guillemets, sachant que voilà, après ce séjour au milieu des natifs, jamais elle n'arrivera à revivre de la même façon. Mais j'ai quand même beaucoup moins aimé toute cette partie qui se passe après en fait. Je trouvais ça un petit peu long et je me souviens même plus de la fin. Clairement, voilà, je vais pas vous mentir, j'ai préféré celui-là hein, beaucoup plus. J'avais mis tellement d'espoir dans ce livre, mais... Non, oui, ça y est, je me souviens de la fin et en même temps, bon, c'est la réalité, donc c'est compliqué de changer la fin, mais voilà, j'étais un petit peu déçue. Voilà, enfin, je sais pas, j'ai pas autant aimé que 1000 femmes blanches, mais pourtant, en plus, même l'époque, c'est une époque que je préfère par rapport à 1874. On est plus limite un petit peu dans le western à certains moments. Mais j'ai quand même passé un très bon moment et si le thème vous intéresse, hein, bah, n'hésitez pas, c'est quand même un très bon bouquin, mais voilà, j'ai moins aimé la deuxième partie avec son retour à la civilisation. Voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!